Bienvenue pour cette émission numéro 88. On est chez GEPA Moto à Lonsin, province de Liège. On ne tourne pas autour du pot, on va direct au sommaire. Triumph Trident 660 et Tiger Sport 660, un millésime 2026 plus affûté que jamais pour dominer le segment mid-size. Royal Enfield Guerilla 450, le scrambler urbain qui mêle style rebelle et monocylindre plein de caractère. La nouvelle Kawasaki KLE 500, le retour d'un trail emblématique dans une version modernisée et pleine de compromis. Sans oublier les actus du mois. Voyagez avec votre moto. Voyagez avec Bike to Beach. Nous sommes ici chez GEPA Motor à Lonsin, dans la province de Liège, et donc j'ai le plaisir d'être accompagné par monsieur Alexandre Valentini, qui est on va dire le patron de la concession. Oui, tout à fait. Bonjour Arnaud. Bienvenue ici chez GEPA. Donc, vieille et nouvelle concession à la fois, Ouais. parce que GEPA est ici depuis 25 ans. Et nous avons repris la concession il y a 3 mois. Ok, donc en fait, pour que tout le monde comprenne bien la situation, donc en fait, tu fais partie du groupe Delbecq, qui gère plusieurs marques, notamment BMW, Harley-Davidson, et ce genre de choses, on est bien d'accord? Oui, tout à fait. Voilà. Vous aviez un showroom qui était un showroom Husqvarna, MV Agusta et un DNS Corner, qui était placé juste à côté de la concession à Liège, à côté de la concession Harley-Davidson. Oui, c'est bien ça. Ouais. Cet hiver, le groupe Delbecq a fait l'acquisition de GEPA Motor, donc qui est en fait une concession qui était ex-Full Kawasaki. Alors d'abord, félicitations, parce que l'endroit est superbe. Je dois avouer que cette concession est quand même vraiment jolie, très bien terminée. Vous avez repris, vous avez fait les travaux, et en fait, vous avez décidé de tout centraliser. Donc actuellement, ça reste une concession Kawa historiquement. De toute façon, ce sera la marque la plus représentée dans le showroom ici. Mais vous avez donc rajouté Husqvarna, MV Agusta, et vous avez fait un D-Corner, et en fait, vous avez intégré tout ça, et maintenant, on fait partie de GEPA Motor. C'est bien ça? Oui, tout à fait. On a un peu transformé le showroom, quelques travaux de peinture et d'aménagement, pas vraiment des gros travaux. Et on a intégré les marques qu'on faisait déjà depuis 1 an, Husqvarna, MV Agusta et Dainese, ici avec Kawasaki. Ok. Et donc Kawasaki, en fait, vous introduisez Kawasaki dans la liste des marques que vous distribuez, donc le groupe Delbecq. Donc c'est une nouveauté, cet hiver, vous avez fait l'acquisition et donc vous passez aussi Kawasaki, marque que vous ne deviez pas gérer cette marque auparavant. Non, non, en effet, c'est tout à fait nouveau et on est très enthousiaste. Et on a démarré avec la marque avec beaucoup de facilité. C'est assez simple, c'est des bons produits, c'est des bons budgets. On est très contents. Oui. Et aussi, c'est vrai, parce qu'on travaille beaucoup pour Kawasaki, c'est vrai qu'il y a une sorte de fluidité avec Kawasaki qui est assez agréable. C'est assez carré et c'est assez agréable de travailler avec eux, si je comprends bien. Oui, oui, tout à fait. C'est une marque d'expérience qui importe en Europe depuis de nombreuses années. On a des pièces sous 24 heures. Les motos sont fiables, elles sont là. Donc ça, c'est très confortable pour le travail de tous les jours. Ouais. Et la gamme Kawasaki est gigantesque. Ça va du cross, ça va à la mini-moto, il y a des roadsters, il y a énormément de modèles. Avec ça, en fait, vous faites tous les clients possibles, imaginables, si je peux me permettre. Oui, à mon avis, on brasse 80% du marché moto en type de moto. Et je viens même de commander un petit quad pour enfants pour le showroom. Donc on a une belle gamme de produits. Ok, top. Bon, on va aussi parler, il y a aussi les autres marques parce qu'elles sont quand même là. Alors, on va un peu parler MV Agusta. Bon, MV Agusta, c'est peut-être un sujet que je vais qualifier de sensible, mais on sait donc que KTM s'est séparé des parts de MV Agusta. Et donc MV Agusta redevient, en fait, est de nouveau géré par MV Agusta eux-mêmes. Est-ce que tu as des infos croustillantes ou pas croustillantes par rapport à MV? Bon, j'ai cru comprendre qu'il y allait avoir un nouveau repreneur, un nouvel importateur MV au sein de la Belgique. Est-ce que tu peux me confirmer cette info? Oui, tout à fait. MV a eu un peu des difficultés suite à la fin de KTM. Je pense que KTM l'a laissé un petit peu de côté. Oui. Au jour d'aujourd'hui, on garde des produits extrêmement exclusifs et qualitatifs. Oui. Mais c'est vrai que dans la distribution, c'est un peu moins évident. On est assez enthousiaste parce que
toute la nouvelle équipe MV sont des gens issus du monde moto professionnel, Oui, pas mal de gens de chez Ducati, oui, de chez KTM et de chez BMW aussi. pas mal. Donc ça donne ça donne de l'expérience et ça donne Bah, c'est un vent neuf, quoi. En fait, il faut, enfin, si je peux me permettre, en tout cas au niveau Benelux, il faut relancer la marque. Enfin, c'est une marque qui reste vraiment exclusive et les produits sont absolument magnifiques. C'est vraiment poser ses yeux sur une MV Agusta, c'est toujours un plaisir sans fin. Il y a des nouveaux modèles qui arrivent aussi. Il y a aussi une nouvelle cylindrée, enfin une nouvelle architecture moteur avec le fameux 5 cylindres en V qui est en chantier, qui va certainement arriver dans un châssis, mais on ne sait pas lequel. Donc MV, il y a quand même des belles choses qui arrivent, un bel avenir parce que ça reste une marque qui reste absolument magnifique, qui restera italienne et c'est vraiment un très 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 beau produit, quoi. Oui, tout à fait. On n'a pas encore d'infos sur le 5 cylindres, on l'a vu à l'ECMA. Oui. Pas d'infos officielles, mais au niveau de la distribution de la gamme, ils vont avoir une palette de produits un peu plus large, donc on va démarrer un peu plus tôt dans les prix, Oui. ce qui est pas mal pour notre marché, Oui. et on va continuer à garder les produits high-end qu'ils ont aujourd'hui. Oui, tout à fait. Bon, ça c'était MV. Bon, vous avez aussi Husqvarna. D'ailleurs, derrière toi, il y a une 401, une Vitpilen, il y a aussi la 801. Il y a quelques modèles d'enduro et de supermotard qui sont aussi dans le showroom. Il y a aussi la Norden qui est vraiment une machine que je trouve absolument superbe. Et moi, j'ai pris le dernier essai que j'ai fait en Husqvarna, c'était la 801. Et j'ai rigolé avec cette moto, c'était vraiment génial. Et c'est assez particulier parce qu'en fait, vous gérez Husqvarna alors que tout le monde sait que Husqvarna appartient à KTM. Oui, ce qui nous a intéressé dans le produit, c'est que ça a amené une palette différente de ce qu'on avait déjà, avec des moteurs 400 et 125, Ouais. et la qualité qu'il y a derrière également. Ouais. C'est des fois un peu compliqué dans les motos petit budget à retrouver un certain niveau de qualité. Oui. Donc c'est ça qui nous avait intéressé à la base. Et on se rend compte que toute la gamme est très qualitative. Elle est issue de KTM. Au jour d'aujourd'hui, c'est sûr, on dépend un peu du futur de KTM. On n'a pas encore toutes les informations sur ce que KTM veut développer ou non dans la gamme, mais 2026, il y a de la production Husqvarna et donc on aura des motos et on pourra en vendre. Oui, oui. Par rapport à Husqvarna, qui est directement lié à KTM, il y a un petit peu le gros sujet du moment. Et quand je dis gros sujet, c'est un gros sujet. Ça veut dire que on va dire, le nouveau management KTM a mis en place toutes sortes de solutions pour sauver la marque et la redresser. Et dans ces décisions qui ont été prises, il y en a une qui est vraiment extrêmement importante, c'est celle de la séparation du bureau de design Kiska de KTM. Ça veut dire que l'identité KTM qu'on connaît tous avec ses lignes tirées au couteau et tout ça, c'est vraiment la patte Kiska qui est en fait un bureau de développement de design autrichien. Et donc historiquement, toutes ces motos avec ces lignes très particulières sont toutes sorties des bureaux de Kiska. Et donc là, c'est la fin d'un partenariat, ce qui forcément pose des questions énormes sur l'avenir du design des produits KTM, Husqvarna et autres. Mais voilà, je trouvais que c'était une info quand même assez massive dans le monde et surtout au niveau du look parce que chaque marque essaye de développer sa propre identité. D'une certaine manière, Kiska, c'était un peu l'identité de KTM finalement, les créateurs de l'image. Et donc, on va voir ce que ça devient et je suis évidemment très curieux de voir ça à l'avenir. Bon, ben écoutez, je vous propose de passer directement sur le premier sujet. Alors, le premier sujet, c'est une Kawasaki. C'est la fameuse KLE 500 que j'ai eu la chance d'essayer au soleil. Je vous dis bien sous le grand soleil. Présentation exceptionnelle, moto hyper intéressante, vraiment une moto d'entrée de gamme, mais qui en donne beaucoup, pleine de compromis. Je vous invite à regarder ça tout de suite. Bienvenue à Almeria pour la présentation d'un modèle fort attendu chez Kawasaki. On est face à la KLE 500 2026.
Pour aller droit au but, en fait, cette moto a fait l'objet de beaucoup de compromis parce que, eh bien, ils ont voulu faire une moto qui est vraiment accessible à tous, une moto qui peut tout faire tout en ayant un tarif, comme vous le savez, hyper agressif vu la concurrence. Dans sa version de base, cette moto coûte 6 749 €, alors que la version SE que vous avez sous les yeux coûte 7 599 €, mais ne comprend pas l'échappement à Krapovic qui est encore une option complémentaire. Qu'est-ce qui différencie la version normale de la SE que vous avez sous les yeux? Vous avez la protection supplémentaire, vous avez un écran TFT, alors que sur la version de base, il y a un autre écran, malheureusement on ne l'a pas vu, la version de base n'est pas disponible ici, et donc je ne sais pas à quoi il ressemble. Vous avez aussi un sabot moteur qui lui est franchement très utile sur tout ce qui est off-road. En SE, vous avez aussi donc les clignotants qui sont à LED, aussi des protections de poignées, ici des protections au niveau des poignées, des freins et de l'embrayage, ce qui est aussi bien vu évidemment si on fait un peu d'off-road et qu'on se couche, ce qu'il ne faut pas faire, mais bon. On va commencer par le moteur. Alors le moteur, il est très connu, c'est pas un 500, c'est un 451 cm3. C'est un moteur, c'est un bicylindre avec un calage traditionnel, donc ça veut dire que c'est un moteur qui prend beaucoup de tours, puissance maximale 45 chevaux, couple maximal aux alentours des 6000 tours minute, puissance maximale à 9000 tours minute et on va dire rupteur aux alentours des 10 000, 10 500, mais c'est anecdotique. Bon, c'est un moteur qui ça reste un 450 cm3, calé traditionnellement, donc eh bien, c'est vrai que c'est un moteur qui est un peu avare en sensation, c'est ultra linéaire, ça prend beaucoup de tours. Bon, c'est vrai que vu que le couple maximal est à 6000 tours minute, on s'est creusé, c'est ce que j'ai fait début de journée hier. Et puis, il y a moyen de rouler un peu plus sportivement en allant dépasser les 6000, en allant chercher un petit peu les 8-9 000 tours minute. Et ça prend des tours, mais c'est d'une linéarité absolue. Il n'y a que 45 chevaux, donc voilà, moi je trouve que ça manque un peu de sensation moteur, mais voilà, c'est vrai pour moi, c'est peut-être pas vrai pour d'autres. Bon, maintenant c'est un moteur qui a plein de qualités, parce qu'en fait il est très très souple, il est très doux, et donc on n'est jamais surpris, le comportement est vraiment tout le temps le même, jamais de surprise, donc moteur facile à appréhender. Alors au niveau de l'électronique, c'est un modèle qui est relativement basique, c'est une moto basique, il faut quand même bien le signaler. Donc le package électronique est franchement réduit puisque finalement il n'y a pas de traction control, pas de poignée ride-by-wire. Ça c'est peut-être pas spécialement un défaut, mais ça dépend des avis. Eh bien vous avez un ABS. Et l'ABS est déconnectable au guidon, ça c'est super, il y a un bouton sur lequel vous pouvez appuyer, il faut s'arrêter pour désengager l'ABS, mais une fois de plus, un bouton qui donne la possibilité de désengager l'ABS dès qu'on fait un peu d'off-road, eh bien c'est génial. Il y a un écran TFT qui est repris sur pas mal de modèles, qui est très complet, ça c'est pas mal parce que vraiment il a la gueule, il est connu, c'est un petit écran, mais il y a tout ce qu'il faut. Bon, par contre, ce que je peux regretter, c'est qu'en fait, eh bien, le port USB-C est optionnel. Ça, je trouve ça quand même un peu dommage, c'est un petit bémol, mais voilà. Si vous voulez, une fois de plus, dans le compromis d'essayer de faire la moto la plus accessible, la moto aussi la moins chère possible, eh bien, il a fallu faire plein de compromis, et donc c'est comme ça qu'on se retrouve avec des leviers non réglables, tout des petits détails où c'est vrai que de nos jours, il y a moyen d'avoir mieux, mais bon, voilà, le prix, c'était vraiment le but d'arriver le plus bas possible, et donc on a quelques petits bémols qui sont en fait tout à fait justifiés par la tarification. Au niveau électronique, ils ont insisté, c'est pas mal parce que c'est vrai que ça évolue. J'étais pas trop pour au début et puis pour finir je commence à changer d'avis parce que maintenant il y a évidemment un système de connectivité avec votre téléphone et le système électronique en Bluetooth qui est connectable avec votre casque si vous avez un système de communication, et il y a même un système de guidage, enfin d'utilisation vocale du système de connectivité, et donc vous pouvez, sans toucher l'écran, sans toucher votre téléphone, donner des ordres, modifier la planification de votre trajet, il y a possibilité d'écouter la musique, enfin plein de choses comme d'habitude. Mais ce qui évolue le plus, c'est surtout le guidage, et ça c'est quand même pas mal parce qu'il y a vraiment moyen d'avoir le guidage directement à l'écran, et donc de ce côté-là, au niveau électronique, ça c'est quand même pas mal du tout. En niveau partie cycle, on est sur une recette plutôt connue. Alors on est sur un treillis tubulaire en acier.
en une pièce. En cas de chute, changer juste le châssis arrière n'est pas possible. Et donc ça, en cas de grosse chute, c'est un peu problématique. Et donc, voilà, on peut regretter encore un petit bémol. Bon, je disais au niveau des suspensions, en fait, on a une fourche inversée de 43 mm. On a 210 mm de trajet, donc de la fourche, et de débattement, pardon. Et on a aussi un débattement qui est de 196 mm à l'arrière. Donc globalement, on peut estimer qu'on a 200 mm de débattement sur cette moto. Et franchement, une fois de plus, bon compromis, parce que moi qui suis petit, 1,72 m avec des assez courts sur pattes, cette moto qui fait 870 mm au niveau de la selle, 870 mm, mais la selle est très fine. Elle a été étudiée par rapport à toute la gamme KX, la gamme Cross et tout ça. Donc ils ont réussi à faire une selle qui n'a pas l'air très épaisse, mais qui est en même temps fort confortable, qui donc est à 870 mm. Mais moi personnellement, quand je suis dessus, j'ai les deux pieds qui touchent, alors du bout des pieds certes, mais franchement, je trouve que par rapport au débattement et par rapport à la hauteur de selle, ils sont arrivés à quelque chose de très intéressant. Toujours pour revenir aux suspensions, elles sont donc totalement non réglables, et je m'étais dit, j'espère qu'ils ont trouvé un bon compromis, et c'est le cas, vraiment. Alors c'est vrai que si on fait de l'off-road et que ça commence un petit peu avec beaucoup de dénivelé et tout ça, parfois ça tape, parfois on va dire que pour du vrai enduro, la moto est un peu souple, mais une fois de plus, on va pas se cacher la vérité, les gens qui vont acheter ce style de moto, forcément le ratio entre off-road et route sera différent pour chacun, mais il y a surtout beaucoup de gens qui vont ne faire que de la route avec cette moto. Et là, je dirais qu'au niveau du setup des suspensions, j'ai rien à dire parce que c'est franchement convaincant. Alors, c'est une machine qui est très agile, je l'ai trouvée particulièrement agile, malgré ses 195 kg tout plein fait. Donc, en version SE, elle fait 1 kg de plus que la version normale qui fait donc 194 kg tout plein fait. Et donc, il n'y a rien à faire. Quand on est en dessous des 200 kg avec une moto, on peut dire qu'elle est légère, tout plein fait, fort agile, malgré cette route 21 et la route 17. Alors c'est des choix qui ont été faits, qui pouvaient paraître une fois de plus parfois incohérents au niveau 17, 18 à l'arrière, ce genre de choses. Bon, une fois de plus, je dois dire qu'on est sur quelque chose de vraiment cohérent. Donc cette machine, de ce côté-là, elle est très équilibrée. Et même ici, on est près de la montagne, donc c'est sinueux, c'est vraiment génial de rouler ici. Et la moto m'a donné une confiance, même à rythme parfois assez élevé. Moto très agile, très stable, et donc très bon setup de suspension. Et heureusement, puisqu'elles sont non réglables. Alors vous avez quand même la possibilité de régler la précharge du ressort arrière, si jamais vous chargez ou si vous avez un passager, mais le réglage de la précharge est mécanique, donc il faudra prendre les clés et s'y mettre une fois de plus, réduction des coûts maximale pour arriver à ce fameux tarif. Alors, rayon freinage, compromis, choix assez particulier, à savoir qu'on est sur un disque de 300 à l'avant et 230 à l'arrière, mais l'étrier avant et l'étrier arrière sont des deux pistons latéraux, donc ils ne sont pas l'un en face de l'autre, ils sont que d'un côté de l'étrier. Et donc c'est vrai que pour une moto de 200 kg, avoir un disque de 300 avec juste un étrier deux pistons, au début je me suis dit oui, forcément le freinage ça va pas être un freinage de sportif, mais néanmoins je me suis retrouvé avec un freinage, une fois de plus, très cohérent. Et puis il faut aussi s'adapter à ce style de machine, parce que en fait si le frein avant, c'est vrai que lors de très gros freinages, il m'est arrivé d'arriver à déclencher l'ABS. Bon, c'était dans un mode sportif que je déconseille à tous parce que voilà, il ne faut pas rouler comme ça avec ces motos. Mais j'ai réussi à déclencher l'ABS. Et puis une fois que j'ai adapté mon pilotage à cette moto, bien évidemment, il faut beaucoup utiliser le frein arrière. Il faut faire participer l'arrière dans les virages. À la prise des freins, il faut toujours donner un coup de frein arrière pour stabiliser et bloquer l'angle du bras oscillant avant d'utiliser l'avant, sinon l'avant plonge trop, puisque il y a quand même un gros débattement. Donc il faut s'habituer à cette moto, il faut adapter son style de pilotage, beaucoup utiliser le frein arrière, et c'est une fois de plus très cohérent parce que je n'ai rien à lui reprocher. Une fois qu'on adapte son freinage, cette moto freine non seulement très fort, mais en plus moi l'arrière m'a beaucoup aidé dans les phases de pilotage, entrée de virage et sortie de virage, aussi pour pouvoir resserrer à la corde. Donc le frein arrière
très efficace et donc on est nouveau sur un compromis avec des choix particuliers mais qui marchent. Donc globalement, je dois dire que mon avis global sur cette moto est plutôt très positif. Bon alors on a des petits couacs, bon comme je vous l'ai dit, il n'y a pas d'USB-C, c'est un peu dommage. Évidemment, poignée chauffante, tout ça est optionnel. Alors ici, c'est assez comique, ils ont développé un échappement Akrapovic. L'échappement d'origine est plus bas. Comme vous l'aurez compris, eh bien, ce pot ne permet pas de monter les valises. Comme je vous l'ai dit, on a fait vraiment beaucoup de choses. On a fait de l'off-road, on a fait de la route, on a fait de l'autoroute, on a fait tout ça. Ce matin, on a été encore faire un tour dans les montagnes. On est monté très haut, la vue était absolument magnifique, c'était absolument superbe. On avait un rythme aujourd'hui beaucoup plus cohérent, beaucoup plus en phase avec cette moto qui n'est pas une sportive, donc on a utilisé ça relax et tout ça. Et c'est là qu'en fait on extrait le meilleur de cette moto parce que cette moto a vraiment ce côté extrêmement polyvalent, extrêmement facile, cohérente de A à Z. Donc je me répète, mais je suis plutôt très positif sur la finalité de cette moto qui pour moi est vraiment réussie malgré certains choix. Essai validé, moto vraiment convaincante, package, rapport qualité-prix excellent selon moi. Et donc bravo à Kawasaki pour cette réussite. Moto avec laquelle j'ai pris beaucoup de plaisir malgré le fait que c'est vrai qu'il me manque personnellement un petit peu de caractère ou un petit peu de chevaux. Mais voilà, c'est la gamme 450, elles sont toutes comme ça. Et donc il y a des amateurs et je comprends. Et c'est vrai que pour rouler dans la région, ce genre de contexte, c'est parfait. Voilà, je vous remercie pour votre intérêt. On se revoit tout de suite pour un prochain essai et à tout de suite. Découvre toute la gamme Kawasaki chez Mécanique Moto à Chaumont-Gistoux. Voici pour cette petite Kawasaki KLE 500 avec laquelle j'ai pris beaucoup de plaisir. Et à mon avis, elle va beaucoup se vendre. Bon, pour continuer à parler de Gepa Moto, on doit aussi en parler. Vous avez intégré, donc il y a un Denez Corner qui a été installé là. Ça, c'est aussi super parce que c'est une marque qui est vraiment aussi, je trouve, assez prestigieuse. Pour moi, c'est une marque qui fait partie du top 3 des meilleures marques d'équipement au monde. Disons les choses telles qu'elles sont. Et donc vous avez un corner Denez ici, ça c'est quand même vachement intéressant pour pas mal de clients qui cherchent, parce que c'est vrai que c'est une marque qui est assez difficile à trouver finalement, et vous l'avez ici chez Gepa Motor, et donc ça c'est quand même un petit plus supplémentaire. Oui, alors c'est sûr que c'est une marque extrêmement technique et qualitative, Ouais. Mais ce qui nous a vraiment séduit, c'est toute l'utilisation de cette technique pour les produits simples. Oui. Donc c'est sûr qu'on a des vestes pour rouler toute l'année à 600-700 € la veste, elles sont impeccables, elles sont incroyables, mais on se rend compte que c'est parce que notre clientèle recherche tout le temps. Donc on a des jeans, on a des petites vestes d'été, on a des petits casques à des budgets très raisonnables. Et là, je trouve que la marque fait des prouesses, quoi. Ouais. Bon, moi j'ai la chance d'être équipé Denez depuis des années et des années, donc j'ai à peu près toutes les gammes, que ce soit route, circuit, adventure, comme vous l'avez vu sur l'essai de la KLE 500. Et donc c'est vrai que c'est hyper technique, c'est certainement pas bon marché. Ça s'adresse pour moi à des gens qui veulent ou bien un niveau de sécurité maximal, déroulent toujours, des gens qui utilisent leurs équipements, parce qu'il y a aussi, il faut se rappeler qu'un équipement de moindre qualité a moins de durée sur le temps, ça c'est assez clair. Et donc c'est vrai que les produits Denez, c'est du vrai, c'est du qualitatif, on met le prix, mais c'est vrai qu'au niveau technicité, c'est quand même le top, quoi. Oui, ils ont vraiment une gamme de produits, hein. Je ne suis pas forcément d'accord quand on dit que c'est cher, parce que pour 1000-1200 €, je t'équipe complètement pour partir sur un roadster, pour rouler l'été, et tu es bien protégé avec un produit qualitatif. Et je trouve que ce n'est pas très onéreux. Oui, je voulais pas dire que c'était spécialement... Enfin, ce qu'il y a, c'est qu'ils ont des gammes. Il y a moyen de s'équiper à des prix tout à fait raisonnables chez Denez. Il y a aussi moyen de sélectionner des équipements très très haut de gamme,
qu'ils ont et que les autres n'ont pas parfois, et qui sont vraiment ultra qualitatifs. Moi, j'ai la chance de rouler avec l'airbag d'Enez depuis, je dirais, 10-15 ans, je crois. Je crois que j'étais un des premiers, enfin, dans les premiers à recevoir les combis, tout ça. Ce produit n'arrête pas d'évoluer. La nouvelle Smart d'hier, c'est un produit génial. Et pour moi, ils sont quand même au top au niveau technologie et, selon moi, aussi au top au niveau airbag. Ah, c'est sûr, moi je ne monte plus sur une moto sans la Smart d'hier, Ouais. ça c'est certain. Ouais. Bah, tu fais bien. Bon, je vous propose de passer à la suite. Oui, nous avons fait un essai, mais c'est Alex qui a pris le guidon cette fois-ci. Et donc, nous avons été essayer une petite Royal Enfield 450 Guerilla. Et objectivement, on a été vraiment étonnés. Moi, j'ai un tout petit peu roulé avec la moto. Et ce petit moteur, avec des rapports fort courts, eh bien, c'est vrai qu'elle ne prend pas beaucoup de vitesse, mais entre guillemets, on s'en fout de la vitesse. Ce qui était surtout génial, c'est la réactivité du moteur. Et je vous laisse découvrir cette petite moto très intéressante avec Alex à son guidon. Si je vous demande de me décrire Royal Enfield, je sais ce que vous allez me répondre. On va tout de suite penser à iconique, rétro, classique, mais détrompez-vous. Parce que oui, cette moto est à l'opposé de ce qu'on peut attendre de Royal Enfield. Cette Guerilla 450 que j'ai ici sous les yeux, que j'avais vraiment envie d'essayer depuis un petit moment, est tout simplement bluffante. J'ai été agréablement surpris par cette moto. Cette Guerilla 450, c'est l'interprétation roadster de la marque indienne. C'est un 450 cm3, 452 plus précisément. C'est le moteur Sherpa à refroidissement liquide qui équipe également l'Himalayan 450. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, je vous invite à vous référer à la fiche technique qui se trouve en fin de vidéo ou alors à aller directement sur le site de Royal Enfield. Mais de manière générale, c'est 450 cm3 pour 40 Nm de couple et 40 chevaux. C'est un petit moteur, oui, qui est très jouette et justement aussi très nerveux. Alors très nerveux, ça lui procure beaucoup de fun, surtout en ville, puisque cette moto est surtout prévue pour un usage urbain. Au niveau de sa partie cycle, comme pour le moteur, le cadre c'est le même que l'Himalayan 450, c'est un cadre tubulaire en acier. Au niveau des roues, on y retrouve deux roues de 17 pouces, à l'avant comme à l'arrière, avec des jantes tubeless. Ça lui procure beaucoup d'agilité et de réactivité, surtout notamment sur le train avant, grâce à un angle de chasse qui est relativement fermé. Au niveau des suspensions, on a à l'avant une fourche de 41 mm télescopique qui est non réglable, et à l'arrière, on a un simple amortisseur qui lui est réglable en précharge. Les deux font 140 mm de débattement. Alors comportement de la fourche et comportement des suspensions, c'est une suspension qui est assez ferme. Ça lui convient très très bien pour son type d'utilisation urbaine. Pas de fourche qui plonge au freinage et qui absorbe bien effectivement les irrégularités de la route. Pour le freinage, on est sur un simple disque double piston à l'avant. C'est du freinage avec des étriers By Bray, filiale de Brembo, on le répète toujours. Donc c'est un freinage qui est consistant, un freinage qui est efficace. Peut-être un petit peu plus mou sur l'arrière, mais surtout lié au travail de l'ABS. ABS qui est non déconnectable sur la roue arrière. Au niveau de l'électronique, l'électronique, on y retrouve deux modes de conduite. Il y a un mode Eco qui s'apparente, j'ai envie de dire, à un mode Rain avec une puissance relative qui est diminuée et progressive, tandis que le mode performance, lui, s'apparente plus à un mode sport qui lui donne beaucoup plus de nervosité, et là ça devient vraiment fun. Et d'ailleurs, amateur de wheeling et de glisse, cette moto est tout à fait capable, comme vous pourrez le voir sur les images qui suivent. La position de conduite, quant à elle, est une position qui est tout à fait cool. Moi, je trouve qu'on est plutôt bien assis sur cette moto, avec des jambes qui ne sont pas à l'avant, qui ne sont pas à l'arrière, les jambes ne sont pas trop repliées. Le guidon, quant à lui, il est assez haut. On n'est pas sur un roadster sportif, on est sur un roadster. La selle culmine à 833 mm de hauteur. Moi, ça me convient très bien pour mon 1m75, j'ai les deux pieds bien au sol. Aujourd'hui, on a fait plus ou moins une centaine de kilomètres sur cette moto, et je dois avouer que le confort
confort de la selle, ben voilà, oui, la selle fait son taf. Maintenant, chacun pense ce qu'il veut, forcément. On lit vos commentaires et on sait que chacun a un point de vue différent. À vous de tester et de l'essayer par vous-même pour en tirer vos propres conclusions. La position de conduite, ben oui, on n'est ni trop sur le dos, on n'est ni trop sur l'avant sur les poignets. Donc, comme je disais, confort de position de conduite, oui. Position relax, qui permet effectivement d'avaler des kilomètres, mais qui permet aussi d'attaquer un petit peu et de jouer un petit peu plus avec cette moto. En parlant d'avaler des kilomètres, le réservoir de 11 litres qui se trouve juste ici devant la selle a une autonomie de 330 km puisque la consommation de cette moto est aux alentours de 3,3 litres au 100. Donc c'est une moto qui consomme peu et c'est très agréable et c'est très bien aussi pour le portefeuille de l'utilisateur. Toujours en termes de portefeuille, cette moto est accessible à partir de un tout petit peu plus de 6 000 €, donc vraiment un tarif assez concurrentiel. Et d'ailleurs à ce sujet, il y a actuellement toujours les promotions salon qui durent jusqu'à fin mars et donc là le prix passe juste en dessous des 6 000 € puisque vous avez 600 € de réduction sur cette moto. Alors toujours au niveau de l'électronique, donc voilà, ABS est non déconnectable à l'arrière, 2 modes de conduite comme je le disais, on retrouve de l'éclairage à LED avant comme arrière. Au niveau du compteur, on a un joli petit compteur rond de 7 pouces sur lequel on peut venir se connecter avec son smartphone avec l'application Royal Enfield. C'est un compteur tripper qui permet d'afficher un GPS turn by turn, mais également d'afficher des cartes comme celle de Google Maps. Moi je l'ai fait tout à l'heure avec mon téléphone, c'est très pratique et vraiment c'est toujours bienvenu. Ça évite d'avoir tout un accastillage qui se retrouve justement ici autour du guidon et d'avoir quelque chose d'assez clean et d'assez épuré. Épuré également, ce sont toujours les commodos qui sont simples, pas vraiment de superflu dessus, on ne retrouve pas des joysticks dans tous les sens. On y retrouve le joystick dont on a déjà parlé dans la vidéo de la BER 650. Joystick, voilà, pour moi ça reste discutable puisqu'il est difficile, pas toujours facile plutôt de naviguer lorsqu'on a les gants de naviguer avec ce joystick, mais bon voilà, il a le mérite d'être là pour accéder au menu, ça simplifie un petit peu le tout et c'est toujours bienvenu. Le look de cette moto, je trouve que effectivement le look est réussi, on a toujours des coloris qui sont assez sympas, c'est très frais, c'est très jeune et c'est un petit peu le but de Royal Enfield qui avait pour moi eu une vision un petit peu qui avait été un petit peu visionnaire à l'époque, en 2024 quand la moto est sortie, puisque quand on regarde un petit peu les tendances du marché, tous les constructeurs ont tendance à descendre en cylindrée et à proposer des motos qui sont beaucoup plus accessibles en termes de puissance, mais aussi également en termes de tarifs, afin de rajeunir un petit peu la clientèle, de rajeunir un petit peu ce monde des motards et d'attirer de nouveaux pilotes, de nouveaux conducteurs, de nouveaux motards et pour moi c'est un pari qui est assez réussi. Moi je trouve que cette moto me convient bien, en tout cas j'ai pris beaucoup de plaisir avec cette moto. Pas besoin effectivement d'avoir une puissance démesurée pour justement avoir beaucoup de plaisir et beaucoup de fun, n'est-ce pas Arnaud, hein, qui se trouve derrière la caméra. On a cette fois-ci échangé un petit peu nos rôles et on sera beaucoup plus souvent amené à les échanger cette année puisque j'espère être beaucoup plus présent devant la caméra. Donc voilà, en termes de conclusion, cette moto m'a agréablement surpris et je suis d'ailleurs même surpris de ne pas en voir plus sur nos routes parce que c'est une moto qui est vraiment fun, c'est une moto qui me convient bien, à usage urbain comme on l'a répété plusieurs fois, mais bon, qui est capable tout à fait de sortir des sentiers battus. Le seul petit point négatif, c'est la monte de pneus d'origine qui est une monte de pneus mixte. J'aurais peut-être préféré avoir des pneus d'origine qui soient plus orientés route, voire même légèrement sportifs de par le côté fun et nerveux de cette moto. Mais bon voilà, c'est juste un détail. C'est tout pour moi au sujet de cette Guerilla 450. On se revoit d'ici le prochain essai et à très bientôt. Entrez dans la légende et vivez l'expérience Royal Enfield. Voici pour cette petite Guerilla 450, sujet qui était très marrant à tourner en tout cas, puisque c'est moi qui ai tourné pour une fois. Alex, connais-tu les actus de Carter et Piston ?
Oh, pas ceux de cette émission, bien Ah entendu. non, bien sûr, mais tu les connais. Oui, tout à fait. Bon, alors les actus, tous les mois, en fait, c'est un condensé, comme je vous l'ai déjà dit, de tous les communiqués de presse qu'on reçoit. Alors normalement, en fait, c'est juste des images, du texte, des communiqués de presse qu'on reçoit. Et donc, Alexandre les transforme en vidéo, écrit, il enregistre tout ça. Ça donne les actus du mois. Elles sont toujours variées, hyper intéressantes, et je vous invite à les découvrir. Le premier trimestre 2026 est déjà lancé et les chiffres 2025 du marché belge de la moto sont tombés. Honda reste intouchable avec plus de 17% des parts de marché, BMW et Kawasaki consolident leur place dans le top 4, Yamaha recule légèrement mais garde le podium, Piaggio complète le top 5, tandis que CF Moto explose avec plus de 90% de croissance. La bataille 2026 est déjà lancée. Côté nouveauté, la gamme 2026 de Harley-Davidson arrive en force. 13 modèles, du cruiser iconique au touring ultra équipé, plus de puissance, plus de technologie et des finitions toujours plus premium. Les CVO montent en gamme, les baggers se modernisent et l'esprit performance s'affirme. 2026 s'annonce musclé chez Harley. 2026 is going to be a great year. CF Moto Benelux annonce en plus du modèle standard 450 MT l'arrivée de la 450 MT Rally, une machine qui incarne l'essence même de la moto double usage. Ce modèle est une édition exclusive pour le marché du Benelux et se distingue par un équipement rallye exceptionnellement riche et une garantie de 5 ans. CF Moto rend ainsi l'aventure haut de gamme plus accessible que jamais. Hommage moderne au café racer britannique, la Triumph Speed Twin 1200 Café Racer Edition débarque en série ultra limitée, 800 exemplaires au monde. Basée sur la Triumph Speed Twin 1200 RS, elle adopte guidon bracelet et selle monoplace pour une position plus radicale. Livret exclusif Competition Green, certificat d'authenticité et surtout 105 chevaux du Twin Bonneville. Suspension Öhlins, frein Brembo Stylema, du style oui, mais du style sportif. La nouvelle Ducati Formula 73 est un café racer limité à seulement 873 exemplaires. Hommage moderne à l'emblématique 750 Super Sport Desmo de 1973. Inspirée du passé mais dotée d'une mécanique contemporaine, elle associe un twin Desmo doué 803 cm3 de 73 chevaux à une esthétique rétro avec des détails premium et des aides électroniques modernes. Une pièce de collection pour les passionnés de style et d'histoire Ducati. La nouvelle Ducati Desert X 2026 monte encore en gamme. Entièrement repensée autour d'un nouveau moteur V2 890 cm3 de 110 chevaux, elle gagne en agilité, légèreté et performance tout-terrain. Son châssis monocoque, ses suspensions haute performance et son électronique dernier cri offrent un comportement plus précis sur piste comme sur la route. Une vraie machine d'aventure prête à vous emmener loin. Une version 35 kW sera également disponible pour les titulaires du permis de conduire A2. La Kawasaki Versys 650 confirme son statut d'Adventure Tourer ultra polyvalente. Et bonne nouvelle, avec le système Midland Bike Play Pro en option, elle passe à la vitesse supérieure côté connectivité. La Versys devient encore plus complète moyennant un supplément de seulement 150 €. Verra-t-on cette option se généraliser à toute la gamme? L'avenir nous le dira. Chez MV Agusta, on surprend en intégrant 2 séries, un pack électronique complet sur l'ensemble de sa gamme. Sans option ni coût caché, chaque modèle sortira d'usine avec un ABS en virage, un boîtier inertiel à 6 axes, mode de conduite, quick shifter, traction control, régulateur et même connectivité via application smartphone et suivi GPS anti-vol. MV propose ainsi une offre cohérente sur toute sa gamme pour 2026. La Ducati Panigale V4 décroche le Good Design Award 2025, l'un des prix les plus prestigieux au monde pour l'excellence du design. Cette récompense complète un triplé design. Après les IF Design Awards et Red Dot Award, saluant l'équilibre parfait entre esthétique et technologie avec cette superbike italienne. Une belle consécration pour Ducati. Le Ducati Factory Made est un nouveau programme de personnalisation à l'usine qui permet aux clients de configurer leur moto directement lors de la commande, avec couleurs, options techniques et accessoires installés directement depuis la ligne de production. Disponible pour l'instant sur la Multistrada V4, il offre des combinaisons esthétiques uniques, y compris des teintes exclusives inspirées de Lamborghini, ainsi que des jantes, suspensions et ergo custom au choix, pour une moto qui arrive déjà configurée comme vous l'aviez imaginé. Ducati toujours, mais au rayon événementiel cette fois-ci. Il reste encore peut-être de la place pour la World Ducati Week 2026 qui se déroulera à Misano du 3 au 5 juillet prochain. C'est le rassemblement des Ducatistes du monde entier. L'édition 2026 s'annonce exceptionnelle, Ducati célébrant son centenaire le 4 juillet 2026, date anniversaire de Borgo Panigale. L'événement promet de passer à un niveau supérieur avec un programme de 3 jours riche en expériences.
Toujours à Misano mais un peu plus select, Yamaha organise le Yamaha Racing Experience, courant juin 2026. Au programme, sessions sur circuit et rencontres avec des pilotes Yamaha. Le nombre de places est limité et réservé uniquement aux propriétaires de modèles Yamaha de la gamme R, tels que R6, R7, R9, R1 et R1M. Qu'en est-il des autres modèles ? Eh bien le Demoride Tour revient au Benelux du 28 mars au 17 octobre 2026. Le camion Demoride sillonnera la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas. Chez les concessionnaires officiels et lors d'événements sélectionnés, les passionnés pourront découvrir et essayer gratuitement et sans engagement un large choix de modèles Yamaha. Bonne nouvelle parce que c'est également le cas chez Kawasaki qui lance son Promo Tour qui démarre officiellement le 13 mars, avec pas moins de 25 dates et lieux différents et 18 modèles disponibles à l'essai. Il s'agit une nouvelle fois de la plus grande tournée d'essai en Belgique. Une large sélection de la gamme 2026 pourra être réservée pour un essai routier. Les jeunes permis ne sont pas oubliés puisque 4 modèles compatibles A2 seront également disponibles à l'essai. Si le Kawasaki Promo Tour est le moment idéal pour découvrir une grande partie de la gamme réunie en un seul lieu, les essais ne limitent évidemment pas à ces événements. Toute l'année, il est possible de réserver un essai auprès de votre concessionnaire officiel Kawasaki. La 4e édition du Bikers Festival est officiellement lancée. Cap sur le petit village de Francorchamps et son circuit de réputation mondiale les 15 et 16 août prochains. Dans la foulée d'une 3e édition à grand succès l'été dernier, le Bikers Festival va de nouveau fixer rendez-vous à la communauté moto sur le circuit de Spa-Francorchamps. DG Sport annonce dès maintenant la reconduction de toutes les activités et animations à succès, et mieux, il est déjà possible de s'inscrire pour certaines d'entre elles. Plus d'infos sur le site bikersfestival.be. C'est le dimanche 13 septembre 2026 que DG Sport organisera le millésime 2026 des populaires 6 heures moto de Spa-Francorchamps, l'épreuve d'endurance taillée pour les teams amateurs. Comme le veut la tradition, les 6 heures moto de Spa-Francorchamps se dérouleront en une seule et même journée, avec les qualifications en matinée et le départ sur le coup de midi. Une formule qui a largement fait ses preuves. Mété n'est pas un circuit comme les autres. Chaque année, il accueille le Ford Steveny Superbiker, plus grand rassemblement mondial de supermotos, et propose tout au long de l'hiver des track days dédiés à la discipline. C'est donc tout naturellement que la première manche du championnat de Supermoto Belgique 2026 se déroulera sur ce tracé emblématique ce samedi et dimanche 7 et 8 mars. Chaque journée comptera pour une manche distincte du championnat, mais ce n'est pas tout. Le circuit se fera différent chaque jour avec 2 tracés différents à près de 90%. Une première à Mété qui promet un spectacle renouvelé, plus de suspense et un vrai défi pour les pilotes. En 2026, Mété XP poursuit sa célébration du centenaire du rhumesme avec une 4e et avant-dernière année de festivités riche en événements majeurs. Compétitions, rendez-vous incontournables et événements grand public animeront les infrastructures. Voici toutes les dates des événements à ne manquer sous aucun prétexte. Le Royal Auto Moto Club d'Eupen fête ses 100 ans. Rendez-vous les 15 et 16 août prochains à Lise Belgica Event Location pour une grande exposition retraçant un siècle de sport moteur. Passion, mécanique et ambiance conviviale garantie. Côté sport, nouvelle ère pour le Fantic Racing Moto 2. Eric Dessen en prend officiellement les commandes. Un homme de passion et d'expérience, ancien patron de Yamaha Motor Europe, bien décidé à viser les sommets. L'objectif est clair, faire du team une référence du Moto2 World Championship et jouer le titre chaque année, avec une mission forte, accompagner des talents comme Barry Baltus vers le MotoGP. Le championnat MotoGP est d'ailleurs fraîchement lancé, nous souhaitons tout le meilleur à notre Barry national pour cette saison. C'est Barry Baltus, ben voilà, faites comme moi, regardez Carter et Piston. Toujours au sujet du MotoGP, la Bayer World Cup se fera en prologue de certains grands prix avec 2 manches par épreuve et des expériences fans premium. Pour rappel, 4 teams, des Bayers dépassant les 200 chevaux, capables de franchir les 300 km/h. C'est la nouvelle compétition très américaine qui pourrait bien faire parler d'elle sur le vieux continent. Fait divers, vous avez peut-être raté l'info, saisie spectaculaire au Mexique. Une collection de motos estimée à 40 millions de dollars vient d'être récupérée par les autorités. Parmi elles, au moins 7 Ducati d'usine MotoGP. Toutes ces motos appartiendraient à Ryan James Wedding, ex-snowboarder olympique, aujourd'hui dans le top 10 des personnes les plus recherchées par le FBI. Déjà inculpé pour trafic de drogue, il est toujours en fuite. Washington offre jusqu'à 15 millions de dollars pour son arrestation. C'est tout pour ces actus, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez et on se retrouve dès le mois prochain. Voici pour les actus, j'espère que vous avez apprécié. Bon, Alex, si on parlait un petit peu des nouveautés que vous allez attendre dans ce showroom pour l'année 2026, on peut peut-être commencer par MV Agusta. Donc, si j'ai bien compris, il y a le moteur 950 qui va atterrir dans un châssis Brutal, c'est bien ça ? Oui, tout à fait. On a le moteur 950 pour le moment dans l'Enduro Veloce, qui est une moto complexe mais
très étonnante à rouler, Oui. très spéciale. Et ce moteur va être mis dans la nouvelle brutale. Ok. Donc encore une augmentation de cylindrée à noter pour une brutale. Oui. À savoir que... Est-ce que la 800 va rester au catalogue? Alors cette année, on a la 800 reste au catalogue. Après, l'année prochaine, je ne sais pas. Ok. Enfin bon, selon moi, ça ne m'étonnerait pas qu'ils les gardent toutes les deux. Parce que le moteur 800 reste quand même une valeur sûre. Et oui, enfin... Voilà. Et il a été développé en Euro 5+. Oui, donc, bien sûr. Donc oui, ils vont probablement le garder. Ok. Bon, ben, au niveau MV Agusta, ben, globalement, c'est un peu la seule nouveauté, malgré l'apparition. En fait, il y a tout le temps des mises à jour de modèles. Il y a des modèles iconiques comme la rouge qui est là. C'est une Rush. Une Rush. Alors ça, c'est assez impressionnant à voir. À côté, il y a une Assen. Assen. Brutale 1000 Assen. Ouais, tout Ouais, à ça, fait. ouais. Oui, la Rush, on a encore un modèle rouge en showroom qui est assez incroyable. Cette année arrive un modèle Titanio, Ouais. donc bleu et noir. Et Very High Level, non? Oui, ça reste une Rush. Ouais. Voilà, quelques petits updates en termes de look, Ouais. essentiellement. Ils ont gardé cette appellation Oro pour les modèles très haut de gamme? Oui, donc Oro, c'est la première série qui est lancée chez eux. Donc, par exemple, la première 950 brutale Sortira Oro. sort en Oro. Ouais. Et après seulement va sortir la version classique. Oui, exact. Ouais. Eh bien, j'en profite pour faire un petit aparté parce qu'effectivement, c'est souvent un petit peu la manière dont les marques fonctionnent. Donc, l'essai de la KLE que vous avez vu en début d'émission, c'est la KLE SE. Et donc, celle-là sera disponible en fait d'ici 2 semaines en concession, la KLE, en version SE. Et je crois que la version normale va arriver quelques semaines plus tard, voire un petit mois ou 2 après. Oui, on espère avoir tout courant mars. Oui. Pour le mois de mars, on espère avoir les deux modèles. Enfin, en tout cas, en présentation presse, Kawasaki, le staff Kawasaki nous a confirmé la disponibilité dès le mois de mars de la KLE, en tout cas en version SE. Bon, ben justement, on parle Kawasaki, donc restons-y. Alors, les nouveautés Kawasaki qui arrivent en showroom, il y en a une qui est déjà en showroom, c'est la Zeton 100. Oui, tout à fait. Ok, moteur qui a beaucoup de... Enfin, c'est une moto qui a du succès, non? Oui, c'est une moto qui a beaucoup de succès, qui fonctionne très bien cette année. Oui, c'est une super moto. C'est aussi une arme de guerre. On l'avait présentée du côté de Houillet l'année passée, en fin d'année, et moto très très performante. Z1100, on a laquelle on vient d'en parler. Quoi d'autre? On a la Z650, Ouais, modèle Roadster 650. modèle très très attendu aussi. Ouais. Parce que ça, c'est une cylindrée qui a quand même beaucoup de succès. Ça, en termes de vente, c'est aussi une moto qui va bien se vendre, au même titre que la KL, je pense. Alors, elles sont déjà arrivées en showroom, on a eu l'occasion de les voir, et je pense qu'on risque de faire beaucoup de volume avec cette moto. Oui, clairement, oui. Pour eux, c'est une présentation très importante. C'est Alexandre, qui est derrière la caméra, qui fera cet essai. Et donc, c'est prévu d'ici 2 semaines. Et il y en a encore une, non? Il n'y avait pas encore une nouveauté? Oui, encore la nouvelle ZX10. Oui, la ZX10. Avec l'apparition des ailettes aérodynamiques qui maintenant sont presque standardisées dans tous les modèles sportifs, 1000 cm3. Ouais. Bon alors, alors on peut noter 2 choses. Alors la ZX10, je la connais bien parce que j'ai roulé 4 ans en course avec la ZX10 quand elle est apparue en 2012 dans sa nouvelle mouture. Donc c'était un moteur et une moto que je connais bien. Forcément, ça a très 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 fort évolué. La ZX10 est la sportive superbike la moins chère du marché. Oui, on est en dessous des 20 000 €. Voilà, donc ça c'est à noter. Malgré quand même un upgrade moteur, parce que pour aller garder la même puissance en Euro 5+, ça veut dire qu'ils ont quand même dû travailler sur le moteur, et ça veut dire qu'en version race, circuit, si vous dépolluez, vous mettez une ligne complète, en fait cette moto va aller plus fort qu'avant. Et le package électronique, forcément, l'électronique, les packages n'arrêtent pas de grimper, la vitesse des infos communiquées au boîtier s'accélère tout le temps, et donc on a une moto qui a une électronique qui est hyper performante, mais Kawasaki a décidé clairement de se placer dans un segment de superbike, une fois de plus, placé en termes de tarifs au plus bas, tout en proposant quand même un package assez intéressant. Alors, attention de bien savoir aussi que quand une ZX10 sort,
elle sort en version R et en version RR. Il y a une différence de 10 000 € entre les deux. Oui. Et donc la RR est une version qui est en fait la version homologuée pour engager les motos en World Superbike. Et donc ces moteurs arrivent dans la ZX10, puisqu'en championnat du monde Superbike, il y a la ZX10 verte qui est la full Kawasaki, et l'équipe officielle qui fait rouler les moteurs Kawasaki dans des châssis Bimota, puisque Bimota appartient à Kawasaki. Et donc c'est assez intéressant de voir aussi les performances de Bimota cette année, puisque ce seront toujours les moteurs. Alors pourquoi 10 000 de plus? Eh bien parce que en fait, les composants moteurs, il y a beaucoup plus de titane, vous avez des pistons forgés, enfin ce genre de choses. Et donc ça fait largement augmenter le prix de la moto. Ce n'est pas du marketing, c'est juste qu'en fait, la qualité des matériaux utilisés pour les moteurs, pour le châssis, pour les suspensions est nettement plus élevée parce que ce sont des motos qui sont homologuées et à la base, en fait, théoriquement, les RR verront très peu la route, voire pas du tout, parce que c'est vraiment des motos à acheter pour mettre sur circuit. Enfin, c'est mon point de vue en tout cas, quoi. Ah, oui, la différence de performance entre les deux sur une route ouverte, sur la Ah, il y en a route, pas. sera presque à zéro. Donc, Oui, oui, je absolument. veux dire, ça ne vaut pas la peine, pour Non, rouler clairement. sur route, Ouais, ouais. de mettre le budget en différence. On est bien d'accord. C'est pour ça que je pense qu'elles sont vraiment réservées plus à un usage compétition ou roulage libre. Voilà. Et elles coûtent 10 000 de plus, mais c'est vrai qu'au niveau performance, une fois préparé, libéré, ligne complète et tout ça, faisceau de compétition. Et donc, c'est plus une moto qui s'adresse à la compétition. Donc, ça, c'était les nouveautés Kawasaki. Bon, pour Husqvarna, on ne peut rien annoncer, même s'il y a parfois des petits facelifts, il y a des petites choses qui arrivent. Alors, il y a parfois même des choses qui arrivent qui sont non communiquées, parce que parfois, je vois des motos qui arrivent avec des petits changements. Alors, c'est vrai que parfois, les constructeurs lancent des petites évolutions avec des micro-facelifts sans vraiment communiquer sur un nouveau modèle. Donc, d'ailleurs, au salon, j'ai vu 2-3 petites évolutions, mais donc, pas de nouveautés réelles pour Husqvarna, mais voilà, des petites rectifications, des petits liftings de chez Kiska qui va disparaître, comme je l'ai dit tout à l'heure. Voilà, écoute, pour les nouveautés qui arrivent dans le showroom, enfin, tu vas me dire, il n'y a pas besoin de nouveautés pour que le showroom soit bien rempli. Je suis assez impressionné par le nombre de motos. Est-ce que tu sais, comme ça, de me dire à la grosse louche combien tu as de motos en showroom? Ouais, une soixantaine. Une soixantaine, oui. Oui, ça fait beaucoup. Hein. Le stock fait vendre. Hein. Oui, bien sûr, tout à fait. Non, ça permet au client qui vient chez nous de pouvoir voir la moto qui l'intéresse dans différents coloris, aussi différentes motorisations. Voilà, Ouais. ça permet au client de tout voir. Ok. Fantastique. Bon, écoutez, on va passer au sujet suivant. Alors, le sujet suivant, c'est l'évolution de la gamme 660 de chez Triumph. On a été invité de nouveau dans le sud de l'Espagne, comme d'habitude. Et donc, on a découvert cette gamme 660 qui est d'ores et déjà intéressante, qui forcément voit, comme toutes les motos, des petites évolutions majoritairement électroniques parce que les boîtiers inertiels sont en train de s'uniformiser, les poignées de gaz sans câble électronique. Tout ça fait partie d'un package électronique qui permet en fait de calculer l'angle des motos, d'avoir vraiment une gestion électronique des motos pour les rendre de plus en plus sécuritaires. Il y a aussi des petits facelifts, des petites adaptations. Enfin, je vous laisse découvrir ça tout de suite dans le sujet qui suit. Donc, gamme 660 Triumph en Espagne. À tout de suite. Bonjour à tous, bienvenue à Benidorm, il fait magnifique. Nous sommes ici pour Triumph, présentation de la gamme 660, donc la nouvelle Trident 660 et la nouvelle Tiger 660. En arrivant ici, je dois bien avouer que je me préparais à une présentation somme toute assez classique avec relativement peu de changements. J'ignorais à quel point cette moto avait fait l'objet de changements et en fait on est vraiment face à deux nouvelles motos.
Les performances augmentent nettement au niveau moteur, nouveau châssis. Il y a beaucoup de choses à dire, d'autant plus qu'il y a 2 motos. Je vais commencer par le prix parce que c'est quelque chose d'assez important. On parle de 9 195 € pour la Trident. On parle de 900 € en plus pour celle-ci. Et donc, on reste sous la barre des 10 000 €, ce qui reste un prix vraiment contenu par rapport à l'amélioration globale du package. Et je vais un petit peu vous détailler tout ça. Alors, on va commencer par ce qui est commun à ces motos et ce qui, à mon avis, a fait l'objet du plus de changements, c'est le moteur qui est resté un 3 cylindres, qui reste un 660, mais qui voit ses performances monter de 14 chevaux. Et ça, c'est assez impressionnant parce que gagner 14 chevaux sur un moteur, c'est pas anodin, c'est même plutôt énorme. Première chose, ils ont énormément travaillé sur l'admission d'air. À savoir que de base, cette moto, quand elle est sortie, la première version, eh bien, il y avait seulement une entrée d'air et une boîte à air d'une taille X. Et donc, à présent, on se retrouve avec une admission avec 3 cornets d'admission. Et donc, ça veut dire que chaque cylindre reçoit bel et bien un cornet d'admission, ce qui améliore nettement le mélange air-essence. Et donc, ils ont dû travailler aussi sur la culasse, les levées de soupape. Il y a eu un gros travail de fond sur ce moteur pour lui faire gagner 14 chevaux, lui donner un couple quasi permanent. Alors il faut savoir que le couple est vraiment omniprésent, c'est un 3 cylindres et c'est vraiment la qualité des 3 cylindres. C'est ces mi-régimes qui sont exceptionnels et ici on a en plus de la longe, donc c'est vraiment pas désagréable. Les 14 chevaux, bon ben on arrive maintenant à 95 chevaux et 95 chevaux pour moi, dès qu'on est entre 90 et 100, c'est du mid-size, mais ça commence à causer, parce que bon, 100 chevaux, 95, eh bien, c'est quand même assez conséquent. Une fois de plus, le fait que l'admission ait été changée, que le moteur ait été optimisé, eh bien, on a cette sonorité qui vient, et franchement, le moteur est beaucoup plus la sonorité Triumph que précédemment, et ça, c'est vraiment génial, parce que le bruit du 3 cylindres Triumph reste quelque chose d'absolument génial. Alors le châssis de nouveau, complètement nouveau. On est sur un châssis relativement simple, en une pièce, donc il n'y a pas de bâti arrière. On est sur un treillis tubulaire acier, très classique. Pour parler de partie cycle, je vais aussi parler évidemment de la hauteur de selle. Donc on est à 810 mm sur celle-ci et on est avec 25 mm de plus pour la Tiger. Donc 810 et 835 et ça reste bas. C'est des motos qui sont franchement non seulement basses, et alors aussi évidemment le fait que l'admission est changée avec les 3 cylindres et qu'il y ait un cornet par cylindre, eh bien, ça a augmenté la taille de la boîte à air et donc il a fallu écarter un petit peu le châssis pour que tout ça rentre dedans. Mais néanmoins, ils ont réussi à élargir le châssis tout en gardant une partie d'assise très fine. Donc ça veut dire qu'au niveau des jambes et au niveau de l'assise, c'est vraiment très fin. Et donc ben forcément, ça donne plus facilement les pieds au sol. Et bon, ben de toute façon, 810 mm pour celle-ci, et même 835, c'est pas beaucoup. À noter évidemment que dans les selles, il y a toujours des options. Il y a des selles basses disponibles. Il y a une selle confort qui est disponible aussi pour celle-là. Alors à noter aussi, ça c'est un petit plus non négligeable, c'est que celle-ci voit, avant cette monocelle, maintenant est devenue une selle en 2 pièces. Et donc ça c'est quand même super aussi pour l'ergonomie, pour le look et aussi pour la possibilité de démonter, changer ce genre de choses. C'est Showa pour les suspensions. On est sur des éléments qui sont complètement non réglables, au niveau de l'avant en tout cas, 2 fourches non réglables, avec une fourche un peu plus haute, avec un setting différent ici, parce qu'il est un peu plus souple à l'avant sur la Tiger de manière assez normale. Donc on ne peut pas toucher au réglage. Bon, moi je suis toujours un petit peu frileux avec ce genre de choses, mais je dois avouer qu'on a roulé à toutes sortes de rythmes, et parfois un rythme bien comme il faut, et c'est très cohérent. Les réglages de suspension sont vraiment bons. Ça ne se désunit jamais, même dans des situations parfois un peu extrêmes. Et donc, je dois avouer que le job est fait. Alors, pour les amortisseurs arrière, à noter que vous avez le réglage de détente qui est disponible, donc pour régler un petit peu la détente, donc la vitesse de détente du ressort. Et vous avez la précontrainte du ressort qui est modifiable mécaniquement sur celle-ci. Et avec celle-ci, bon, ça c'est évidemment une moto qui comprend au niveau de son bâti arrière la possibilité de mettre des valises. C'est évidemment une moto plus voyageuse, donc on risque d'avoir des valises et un passager. Et donc vous avez une précharge du ressort arrière sur la Tiger qui est avec une molette. Bon, évidemment, cette moto se destine moins à être chargée et donc la précharge est mécanique, c'est tout à fait cohérent.
Bon, au niveau des roues, on est évidemment sur du 17. Je dois avouer qu'une des grosses qualités que moi j'ai pu constater sur cette moto, c'est l'agilité. Alors c'est des vélos, c'est vraiment incroyable. L'empattement est assez court et donc grosse maniabilité pour ces motos. Donc niveau partie cycle, on est vraiment pas mal. Alors bras oscillants différents, fourches différentes, jantes les mêmes. On va passer aux freins qui sont donc donnés à Nissin. Alors comme cette moto est équipée d'un boîtier inertiel, vous avez l'ABS qui est donc cornering ABS, donc c'est un ABS qui s'adapte en sensibilité par rapport à l'angle que vous prenez. Bon, c'est devenu un petit peu pour tout le monde, mais enfin, il y a encore des motos qui ne l'ont pas. Et donc, freinage, alors Nissin, 4 pistons, 2 fois 4 pistons à l'avant sur des disques de 310. Freinage, franchement, tout à fait convaincant, cohérent, une fois de plus. Bon, moi j'ai tendance à retarder un peu mes freinages, donc j'ai dû adapter mon style parce que à l'attaque des freins, j'ai même trouvé que, alors on n'est que 2 sur le groupe à avoir eu le coup, donc ça veut dire que c'est nous le problème et c'est pas la moto. Mais donc moi personnellement j'aurais préféré un levier avec un piston légèrement plus léger pour avoir plus de feeling, parce que là l'attaque est assez, enfin voilà, une fois de plus c'est un problème personnel, mais c'est vrai que 2-3 fois j'ai enclenché l'ABS avant. Ce qui est assez désagréable parce que ça allonge les virages. Et par contre, l'arrière, beaucoup. Mais bon, là, c'est vrai que moi, une fois de plus, moi, j'utilise beaucoup le frein arrière. Donc, c'est normal. Une fois de plus, bon, les avis sont partagés. Et je fais partie de la minorité. Donc, c'est mon problème et pas celui de la moto. Bon, frein arrière aussi avec un grand disque. Moi, comme je viens de le dire, j'utilise beaucoup le frein arrière parce que ça m'aide à ramener la moto à la corde. Même en sortie de virage, je remets gaz avec du frein. Et c'est seulement quand je vois que je peux redresser la moto que je lâche le frein et que toute la puissance sort pour faire des belles sorties de virage. Et donc, une fois de plus, il faut un peu s'adapter, et adapter son pilotage et s'adapter à la moto. Très important aussi, il faut en parler, eh bien, on est sur cette moto-ci, on est à 198 kg tout plein fait. Et tout plein fait, quand on est en dessous des 200 kg, eh bien, on peut dire qu'on est sur une moto légère. C'est le cas. Celle-ci pèse quelques kilos en plus, un peu plus d'une dizaine. Bon, vu son équipement, l'accastillage et tout ça, c'est tout à fait classique. Au-delà de l'augmentation des performances, ce que j'ai pu constater aussi et qui est vraiment agréable, c'est qu'en fait, pour moi, le niveau de finition de la gamme 660 a augmenté. On est sur quelque chose de moins basique. On est sur une finition de flancs latéraux, de flancs de bidon et tout ça. Eh bien, on voit qu'il y a des efforts qui ont été faits. Et donc, on est sur un upgrade global, qu'on parle de moteur, d'habillage ou de châssis. Bon, l'électronique, aujourd'hui, c'est un petit peu le nerf de la guerre, si je peux me permettre. Bon, évidemment, on est sur des motos, donc comme je vous l'ai dit, boîtier inertiel, donc traction control, 3 modes. Alors en fait, les réglages d'ABS et de traction control sont différents sur les 3 modes. J'ai roulé, j'ai commencé la journée, j'ai voulu, je ne le fais pas souvent, mais cette fois-ci je l'ai fait, j'ai roulé certainement 30 ou 40 km sur le mode Rain. Eh bien, je dois avouer, je me suis dit, waouh! Et en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est surtout sur les hauts régimes que la moto est bridée. Mais on va dire que jusqu'à 7-8 000 tours, en fait, cette moto, ce couple omniprésent du 3 cylindres est vraiment présent. Et donc, même en mode rail, la moto est vraiment super. Bon, c'est vrai que quand on veut allonger, la puissance ne vient pas. Mais ça, c'est normal. Mode road, j'ai fait aussi une vingtaine de kilomètres. Et puis, je suis assez rapidement passé en mode sport. Vu la météo, la qualité des routes, c'est absolument magnifique ici. Il y a des routes, ça tourne dans tous les sens. C'est que des petits lacets. C'était vraiment des routes idéales pour ce style de machine. Et donc, maniabilité vraiment au top. Aidé aussi par une très bonne monte pneumatique, puisqu'on parle du Michelin Road 5. Et donc ça, c'est un pneu qui a beaucoup de qualité, parce que d'abord, il a un bon grip. De deux, il chauffe vite parce que ici, vous voyez, c'est un pneu qui est fort taillé, c'est un pneu dans lequel il y a beaucoup de dessins. Et donc forcément, toutes ces plaques de gomme travaillent beaucoup, donc ça veut dire qu'il chauffe vite. Et pour terminer, eh bien, c'est aussi un pneu qui a des performances sur la pluie complètement dingues. Et c'est non négligeable quand on se tape une petite drache, comme on dit chez nous, en Belgique. On a un quick shifter up and down super bien étalonné, ça passe crème, c'est vraiment top, même en plein milieu de virage, décélération, paf, un rapport en moins ou un rapport en plus, donc excellent quick shifter qui est déconnectable. Pourquoi, je n'en sais rien, mais il est déconnectable, comme le traction control.
Par contre, ce qui est non déconnectable, c'est l'ABS. Là, on est sur un ABS qui est tout le temps présent, avec des settings différents en fonction des modes. Vous aurez toujours de l'ABS et finalement, c'est pas plus mal. Bien évidemment, bon, du LED partout, des écrans TFT, de la connectivité, possibilité de mettre son téléphone. Il y a des nouvelles fonctionnalités qui arrivent avec du guidage, avec aussi la possibilité de communiquer vocalement avec votre moto. Ça, c'est pas mal, je dois dire, ça arrive de plus en plus. Et donc, vous pouvez lancer des commandes, lancer des actions, lancer des trips et ce genre de choses, tout simplement en parlant dans votre casque, si vous avez un système de communication qui se raccorde à votre écran. Et donc, on est sur un package électronique qui est vraiment top. Bon, on peut évidemment pas passer à côté du look. Et on est quand même face à des vrais belles triomphes. On est resté sur cette espèce d'identité pure à Triomphe qu'on reconnaît tout de suite, tant au niveau visuel qu'au niveau auditif. Et comme souvent, et surtout sur cette gamme-là, le niveau de finition a augmenté et on est vraiment sur un niveau de finition qui est hyper soigné. Et ça, c'est toujours agréable chez Triomphe. C'est qu'il y a vraiment tout est léché, il n'y a pas un détail. Il y a même des câbles ici qui rentrent directement dans le guidon pour ne pas être apparent. Donc gros effort pour planquer les câbles et tout ça. Et finition vraiment top. J'ai oublié de dire quand même quelque chose d'important. Bulle réglable sur la Tiger. Très facile comme vous le voyez. On la monte, on la descend. Et donc moi personnellement j'ai roulé, comme je ne suis pas grand avec cette bulle là, j'ai pas eu de turbulence ni rien. Bon évidemment pour les gens d'1,80 m et plus, il va falloir lever la bulle. Mais très facile de la lever et ça c'est quand même pas mal. Au niveau de la consommation, j'en parlais tout à l'heure, déjà c'est bien de savoir tout simplement le nombre de litres que vous avez. Donc on parle de 14 litres d'essence pour celle-ci et 18,6 pour celle-ci qui a forcément des vocations un peu plus voyageuses et donc qui emporte un peu plus d'essence pour vous emmener plus loin. Alors ces motos, comme je vais vous l'expliquer, moi je les trouve très belles, d'autant plus que les nouveaux coloris sont vraiment canon, enfin c'est mon avis. Il y a 3 coloris pour celle-ci, 3 autres pour celle-là. Je vous invite à regarder le site internet pour les coloris, mais aussi évidemment pour la grande quantité d'options disponibles, puisque de manière habituelle chez Triomphe, il y a moyen de les personnaliser, il y a moyen de mettre des petites pièces, il y a moyen de mettre des grosses pièces, il y a moyen de changer plein de choses. Il y a comme toujours beaucoup d'options, et donc je vous invite à regarder le site de Triomphe si ça vous intéresse, parce que là il y a beaucoup trop de choses à dire que pour que je vous les cite aujourd'hui. Cette gamme 660 a vraiment pris un bel upgrade à tout niveau. Et donc, c'est des meilleures motos. Je ne sais pas le dire autrement. Ces motos sont meilleures que les précédentes, avec des performances en hausse, même si ce n'était pas spécialement nécessaire. Mais c'est quand même assez profitable. Belle réalisation, belle réussite pour ces deux modèles que je ne m'attendais pas à voir changer si fort. Je vous remercie pour l'écoute. Je vous remercie de suivre Carter et Piston qui va très bien, qui monte, qui bonde. Donc, si vous n'êtes pas abonné, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Un petit clic sur la petite cloche pour avoir des notifications. Et bien évidemment, comme toujours, gaffe sur la route. Voici, c'était donc pour cette gamme Triumph 660, une gamme qu'on aime beaucoup. D'ailleurs, la première fois qu'on les avait essayés, on était avec Alex, on en avait pris chacun une et on avait passé un super moment. C'est vrai que c'est une petite moto de moyenne cylindrée, une cylindrée accessible, un moteur 3 cylindres, ça reste toujours une sonorité et un plaisir particulier. Le 3 cylindres reste pour moi peut-être la meilleure architecture moteur route. Et donc ces motos sont quand même très convaincantes et elles ont encore de belles années devant elles, malgré l'arrivée du 800 aussi sur le modèle Tiger. Donc, alors on refait un dernier petit saut chez Kawasaki avant d'arriver à la conclusion de cette émission.
Donc la KLE 500, qui est un petit peu l'arrivée phare, vous allez la recevoir début mars, tout début mars. Et le premier modèle sortira, que vous recevez, sera un SE, comme on l'a précisé tout à l'heure. Et il sera directement mis à l'essai pour les clients potentiels tout début mars. C'est bien ça ? Oui, tout à fait. Donc, on croit beaucoup en cette moto et je crois que pour que les clients puissent être convaincus, l'essai, c'est souvent notre meilleur argument commercial. Bien sûr. Dès lors, la moto sera là, à disposition. Super. Bon, comme voilà, vous l'aurez compris, envie d'essayer si vous êtes dans la région de Liège. On est ici à Lonsin, J'ai pas moto, KLE 500 à l'essai à partir de début mars. Donc, vous savez chez qui appeler. Il va être l'heure de vous laisser. On arrive à la fin de cette émission. Carter et Piston se portent bien. On vous remercie. On va avoir un programme fort chargé. On a une quantité d'essais à la hausse cette année. Donc, on va faire quelque chose qui va normalement vous plaire. Ça veut dire beaucoup de comparos. Il va y avoir des voyages. Il va y avoir le Maroc. Je pense qu'il y aura aussi la Croatie. Il y aura des sujets GP. On ira avec Barry au Sachsenring cette année. Il y aura encore, sans doute, il y aura du Superbike, il y aura les bruits de paddock avec de nombreux pilotes. On va rester sur la Belgique, les pilotes belges, les gens du monde de la vitesse. Et donc, on va continuer sur cette lancée et j'espère que ça vous plaît. Donc, il est l'heure pour nous de vous laisser. Je te remercie beaucoup, Alex, pour ton accueil, ton chaleureux accueil chez toi. Avec plaisir. Écoutez, je vous donne rendez-vous le mois prochain. Et comme toujours, d'ici là, gaffe sur la route.